à tous. Bonjour à tous, je suis Georges-Emmanuel Topé. Je suis accompagné de Serge Billot. Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu des métiers de la data. Serge. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir également d'être là en compagnie de Georges-Emmanuel. Donc aujourd'hui, comme Georges l'a signifié, on va discuter de tout ce qui est en rapport avec la data. Les métiers aujourd'hui qui tournent autour du business actuellement sur le continent africain et également sur les autres continents. Donc on va passer 45 minutes ensemble. Donc 30 minutes notamment d'échange avec Georges sur les différents sujets avec une présentation à l'appui et également 15 minutes de questions. Exactement. Donc, nous vous présentons l'agenda que nous avons proposé. Nous allons discuter déjà de l'importance des données, ensuite des big data et des opportunités que ces big data nous offrent. Ensuite, nous allons parler un peu des différents métiers qui sont autour de la data, comment vous pouvez monter en compétences et quels sont les outils disponibles du côté de Microsoft pour vous accompagner en fait dans cette montée en compétences. Et enfin, nous allons terminer par une série de questions et réponses, le cas échéant, pendant 10 minutes. Ok, Serge. Donc déjà, l'importance des données. Il faut déjà faire un peu la différence entre ce que c'est qu'une donnée, ce que c'est qu'une information et comment est-ce qu'on peut utiliser ces données-là en vue de les valoriser. Donc, qu'est-ce qu'une donnée? C'est quoi la différence entre la donnée et l'information? Georges, je pense que la différence entre données et information, je pense que c'est un sujet, on a l'habitude de rencontrer cela en formation, c'est un sujet polémique. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ne connaissent pas clairement qu'est-ce que c'est que la donnée, notamment informatisée, et en quoi est-ce que l'information peut nous aider. Donc, on va essayer de clarifier au mieux ce que c'est que la donnée, ce que c'est que l'information. Pour moi, la donnée, elle est brute. L'information est le résultat qu'on obtient à partir de la donnée. Et l'information, c'est en fonction d'un contexte ou bien en fonction de quelque chose ou d'une décision que nous souhaitons prendre. Donc, la donnée, elle est brute et c'est à partir de la donnée qu'on arrive à faire sortir l'information. D'accord, effectivement. Donc, comme tu le dis, on reçoit des données brutes qu'on doit valoriser, transformer et faire en sorte qu'on puisse prendre ces données transformées dans sous forme d'informations pour prendre des décisions. Donc, une fois transformées, ces informations peuvent servir à la prise de décision. Et donc, ces informations peuvent aussi être utiles en tout cas pour une entreprise en tant qu'actif, dans le sens où, avec la prolifération de tout ce qu'on peut avoir comme signaux, comme données, comme éléments qui viennent des différents environnements, que ce soit des systèmes d'information d'une entreprise, que ce soit éventuellement des éléments naturels. Par exemple, on peut déposer des capteurs et recueillir des informations sur des prélèvements météo, faire des prédictions ou des prévisions. Toutes ces données qui sont produites là peuvent être utilisées à des fins de prise de décision qui, lorsqu'elles sont bien réalisées, peuvent permettre de faire des économies ou encore de gagner de l'argent. Effectivement. Donc, ces données-là peuvent aussi être des actifs. Effectivement. Et il est donc important pour nous et aussi pour vous de réfléchir à comment valoriser ces données en tant qu'actifs. Donc, dans un premier temps, les considérer comme quelque chose de valeur et ensuite les valoriser pour en faire des actifs véritables. Donc, on va discuter un peu des opportunités maintenant. Quelles sont les opportunités qui sont offertes par les données, par les big data? OK. Donc, comme on le dit, l'information, c'est le pouvoir. Et en particulier, lorsque la concurrence ignore d'opportunités de faire de même, c'est Mark Cuban qui le dit, l'information, c'est le pouvoir. Et on le dit assez souvent dans notre monde, celui qui a l'information a le pouvoir. A le pouvoir. Ça veut dire que si on a la capacité de transformer quelque chose
des données qui pilulent un peu partout en information. Et on peut donner la possibilité à des gens de prendre des vraies décisions. On leur donne le pouvoir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, je pense que indépendamment du cadre même de l'informatique, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est ce qui se passe dans nos différentes entreprises. Je pense que la prise de décision aujourd'hui s'appuie fortement sur l'information. Donc, si vous avez la bonne information, vous allez prendre de meilleures décisions, vous allez faire de meilleurs choix et vous allez tout contrôler. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la donnée, je ne dirais pas que la donnée elle est mieux que le diamant, ou mieux que l'or, mais la donnée aujourd'hui, c'est un élément qui vous permet de conquérir des planètes. Effectivement. Et c'est aussi l'occasion pour nous de vous appeler à saisir l'opportunité, en fait, d'embrasser des carrières dans les données. Tout à l'heure, nous allons parler des différents métiers dans lesquels vous pouvez vous orienter. Et donc, c'est l'occasion pour nous de vous encourager à embrasser une carrière totalement dans les données. C'est ça. Donc, de façon classique, je pense qu'on a aussi une idée du rôle d'un administrateur système. Un administrateur système, ce sera une personne qui, dans une entreprise, va aider à mettre en place un système informatique. Donc, dans toutes les entreprises dans lesquelles qui font de l'intégration de solutions, nous aurons des administrateurs système. Et ils vont aussi intervenir dans les métiers de la data, dans le sens où, pour pouvoir faire de la data, pour pouvoir faire des bases de données, de l'analyse de données, de l'hébergement de bases de données, pour mettre en place un environnement de données, il faut des machines, des serveurs, des systèmes d'exploitation à piloter, et ainsi de suite. Il faut les maintenir à jour, il faut assurer leur sécurité. Donc, le premier rôle ici, c'est le rôle de l'administrateur système. Je vais te laisser parler d'autres rôles et après on pourra en discuter. Oui, je pense que tu as très bien introduit, hein, parce que on ne peut pas parler des métiers autour de la donnée sans pour autant mettre l'accent sur celui-là même qui met à disposition ce qu'on appelle l'infrastructure. Donc, qui met à disposition l'équipement matériel ou qui met à disposition les ressources qui vont héberger les conteneurs qui vont nous permettre de pouvoir gérer ces données-là en question afin de nous produire de très bonnes informations, pouvoir prendre de meilleures décisions afin de piloter et de driver parfaitement notre business pour atteindre ce qu'on appelle une rentabilité accrue. Dans l'énumération de ces différents métiers, l'administrateur système a un rôle très important. Très, très important parce que, tu l'as dit tantôt, c'est celui-là même qui aide à définir et à mettre en place le système informatique. Donc, que ce soit l'agencement de tout le matériel, la mise en place du réseau et tout ça, afin qu'il puisse avoir ce qu'on appelle une très bonne communication. L'administrateur de base de données, lui, il vient après, il est chargé de gérer ce qu'on appelle les systèmes de gestion de base de données. Donc, la plupart du temps, c'est les systèmes de gestion de base de données relationnelles qu'on a dans nos différentes organisations. Donc, il va gérer ces différentes bases de données. Donc, il travaille la plupart du temps avec des environnements tels que SQL Server, Azure SQL et bien d'autres SGBD que vous connaissez. On va les citer progressivement lorsque nous serons en train de dérouler la présentation, lorsque nous présenterons les outils. Donc, il gère cela et il est censé gérer tout ce qui est accès, la sécurité notamment autour de ces bases-là. Il gère ce qu'on appelle la sauvegarde. Il gère tout ce qui est plan de reprise, et plan de continuité d'activité, notamment par rapport à ces bases de données-là, afin qu'il puisse toujours avoir continuité d'activité, de telle sorte que ces bases-là ne puissent pas, comme on le dit, en guillemets, tomber. Le développeur de base de données, lui, c'est celui-là qui va fournir les éléments qui vont permettre à l'administrateur de base de données de travailler. C'est-à-dire quoi? L'administrateur de base de données, lui, est censé gérer les bases de données. Mais celui-là même qui va designer ces bases de données, qui va construire, créer ces différentes bases de données-là, c'est le développeur de base de données. Donc, par expérience ou bien dans la vie pratique, c'est des personnes qui maîtrisent parfaitement le langage SQL. On les appelle souvent des développeurs SQL. Donc, dans le démarrage, par exemple, d'un projet ou du développement d'une application,
il y a les développeurs côté applicatif qui développent toute la couche applicative ou qui développent la partie front-end, la partie frontale. Le développeur de base de données, ceux-là même ou celui-là même, il va se charger de designer, de créer les différentes tables. Si ça est une base de données relationnelle, de créer les différentes tables, de mettre en place tout ce qui est dépendance fonctionnelle. Et puis, il va mettre à disposition de l'administrateur de base de données cette base de données ou ces différentes bases de données. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu expliques, c'est que l'administrateur de base de données, il est chargé de faire la maintenance de l'environnement de base de données. Pour rappel, l'administrateur système fait la maintenance de l'environnement système, de l'infrastructure. Le développeur de base de données fait la conception et la mise à disposition des bases de données. Effectivement. Et pour rajouter, l'ingénieur de données, par rapport à toutes ces données qui sont produites, et aussi surtout dans le contexte de Big Data, effectivement, il va aller au-delà des données structurées. C'est ça. Et pouvoir aussi intégrer des données qui peuvent être semi-structurées ou non structurées, voilà, et les stocker dans un environnement vaste de stockage qu'on va appeler ici un data lake. Effectivement. Donc un data lake, c'est un lac de données ou un entrepôt, pas au terme d'entrepôt de données en termes de business intelligence, mais plus ce sera plus un conteneur très vaste dans lequel on va déverser les données. Et on déverse les données dans ce conteneur qui fait office de lac de données pour ensuite les analyser et enfin faire en sorte qu'on puisse les utiliser à des fins de prise de décision. Et c'est à ce moment-là que l'analyse de données va intervenir. Je te laisse en parler. C'est vrai que l'analyse de données, si l'ingénieur de données n'a pas bien fait son travail, franchement, on a l'impression qu'il va jouer un peu le rôle de l'ingénieur de données. Mais il faut savoir que quand le travail est très bien fait, quand l'ingénieur de données a très bien fait son travail, l'analyse de données, il ne se charge uniquement que de la partie design des rapports et de la partie visualisation. Ensuite, il va présenter, positionner les éléments de telle sorte que le rapport final ou le tableau de bord qui va sortir puisse intéresser le business et soit compréhensible le plus simplement possible par l'activité ou le business concerné. Quand on parle de business concerné, c'est-à-dire que c'est l'unité organisationnelle ou la fonction dans laquelle il travaille ou même l'entreprise pour l'entreprise concernée. Donc l'analyse de données, il peut ne pas être informaticien de base, il faut le préciser. L'analyse de données peut ne pas être informaticien de base, contrairement à ces différents rôles que nous avons cités qui ont besoin d'une compétence assez élevée. Ces personnes ont besoin d'une compétence de base, notamment en informatique. On dira qu'il faudrait que ces personnes aient au moins suivi des études universitaires de premier niveau, au moins en informatique, pour pouvoir faire de l'ingénierie de données, de l'administration de système et de la gestion des bases de données. Et contrairement à ces différents métiers cités-là, l'analyse de données, lui, peut être ce qu'on appelle un financier, un économiste, un juriste, mais qui a appris à manipuler un outil que nous verrons, un outil ou des outils que nous verrons tout à l'heure, et qui est capable de pouvoir récupérer ce qu'on appelle des informations qui lui ont été fournies par l'ingénieur de données et qui ont été déposées. Il les récupère, il les présente afin de faciliter ce qu'on appelle une meilleure compréhension ou une meilleure prise de décision. Donc, son rôle est de pouvoir positionner les éléments afin de créer de très bons visuels, de faire sortir de très bons rapports ou de très bons tableaux de bord. Exactement. Donc, c'est la personne ici qui va raconter l'histoire qui se cache derrière les données. Et tu as fait une lucane tout à l'heure en disant que l'analyse de données peut se retrouver dans certains cas en train de faire des actions qui pourraient naturellement incomber à l'ingénieur de données. Effectivement. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsqu'on a un très grand volume de données, on aura plus tendance à faire intervenir un ingénieur de données pour pouvoir créer éventuellement un environnement qui va servir éventuellement de pipeline, donc un fil conducteur dans lequel on va transformer les données, on va les agréger et en fait, on va les rendre facilement exploitables pour l'analyse de données. Effectivement. Ça n'exclut pas que celui-ci soit amené à faire des transformations finales pour pouvoir rendre ces données-là facilement utilisables. C'est ça.
Et une chose qui est intéressante, c'est que poussé à la perfection, l'analyste de données doit pouvoir présenter les données de sorte à ce que les utilisateurs finaux puissent récupérer les informations qui les intéressent. Et on a le scientifique de données qui interviendra ici et qui aura la capacité de faire du développement. Donc, c'est aussi un développeur qui va utiliser des langages de programmation comme Python, comme Scala ou R, et qui va développer des modèles en fait par rapport à ces données-là. Et ces modèles vont être utilisés pour faire des prédictions par rapport à ce que nous pourrions avoir comme éventualité dans le futur. Donc, c'est une personne qui devra avoir un background, donc un arrière-plan en statistique, en mathématiques. Et sur la base de cette formation-là, qui pourra éventuellement faire des projections et d'abord créer des modèles mathématiques sur la base des jeux de données qu'il a à disposition. C'est ça. Et ensuite, faire des modèles, modéliser en fait ces modèles de données mathématiques-là dans des environnements qu'on a cités tout à l'heure. Pour compléter un peu le scientifique de données, je pense que là, il y a matière à clarifier parce que je pense que la plupart de nos jeunes frères, également confrères ou même aînés, il y a souvent il y a des zones d'ombre en fait. Il faut bien clarifier parce que certains ont tendance à comparer, à penser qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle du data scientist alors qu'ils sont en train de faire de l'ingénierie de données. Il faut comprendre que l'ingénieur de données, il est informaticien de base. Au fait de l'ingénierie de données, le background des fondamentaux, c'est de l'informatique, c'est des études en informatique. Vous me direz que les études en informatique, forcément, on a tous débuté, ou bien vous allez forcément débuter par les études en mathématiques. La différence, c'est que le scientifique de données, il est mathématicien spécialiste. Les scientifiques de données sont des mathématiciens. Ils sont certes des informaticiens pour certains qui ont eu à faire de l'ingénierie de données dans d'autres cadres et dans certaines entreprises. Mais pour être scientifique de données, il faut être spécialiste mathématicien, spécialisé notamment dans le métier de tout ce qui est probabilité avancée et statistique. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont aussi des compétences en informatique, donc des compétences de développement. Ils maîtrisent des langages que Georges a cité tout à l'heure, que tu as cité tout à l'heure, Python, R, Scala, etc., afin de pouvoir développer les modèles. Je rappelle encore en disant que ces personnes, l'ingénieur de données, le scientifique de données, aident l'analyse de données dans le cadre de l'analyse de certaines données d'une organisation qui a besoin de traiter de grosses masses de données et qui ont affaire à des types de données totalement différents. Donc, des données structurées, semi-structurées, non structurées. Et il faut préciser encore que l'analyse de données a 5 composantes. L'analyse de données, on parle de l'analyse de données descriptive. Ensuite, l'analyse de données diagnostique. Et l'analyse de données, comment on l'appelle, prédictive, prescriptive et ensuite cognitive. Les analyses de données les plus classiques qu'on a l'habitude de voir, c'est les analyses descriptives. On peut pousser loin en faisant ce qu'on appelle de l'analyse diagnostique, mais à un moment donné, où on commence à faire, où on veut faire ce qu'on appelle de la prédiction et faire ce qu'on appelle de la prescription, souvent on a tendance à s'appuyer sur des modèles qu'il faut bâtir parce que ces modèles-là n'existent pas. Donc on a besoin des scientifiques de données souvent qui vont concevoir ces modèles en s'appuyant sur des estimateurs ou soit sur des fonctions mathématiques ou des prédictions mathématiques qu'ils vont modéliser afin que l'informatique puisse interpréter ça pour qu'on puisse utiliser afin de comprendre certaines tendances ou analyser ce qu'on appelle certaines variations. Effectivement, et pour ajouter à ce que tu disais tout à l'heure, tu as fait déjà un rappel des différents types ou des différentes catégories en termes d'analyse de données en parlant de l'analyse cognitive. Et à ce niveau-là, ça fait intervenir un autre spécialiste qui n'est pas listé ici, le spécialiste en intelligence artificielle. Donc, tous ces métiers-là vont, d'une manière ou d'une autre, converger de sorte à faire en sorte qu'on puisse valoriser des données. Un exemple de l'apport du spécialiste en intelligence artificielle, il pourra être amené à analyser des données non structurées. Par exemple, une vidéo pour récupérer des informations dans la vidéo, voilà. un fichier audio, ainsi de suite. Ou encore une image.
Et enfin, on a le rôle de l'architecte de données qui, un peu comme tout architecte, va se charger d'évaluer et de définir un peu la structure des données et en quelque sorte, de façon plus élargie, la gouvernance, la politique de gouvernance des données dans l'entreprise. C'est ça. Comment est-ce que les données doivent être structurées, comment est-ce qu'elles doivent être stockées, c'est ça. Et comment est-ce qu'elles doivent être gouvernées. Quand est-ce qu'on les enregistre, comment on les gère lorsqu'elles sont créées, comment on gère leur cycle de vie et à quel moment on décide que ces données-là doivent être retirées du circuit. Effectivement. Et par rapport à tous ces différents métiers, vous avez la possibilité de monter en compétences, donc de développer vos compétences à partir de plusieurs sources qui sont disponibles en ligne. Donc, on se concentre ici sur les éléments qui sont disponibles en ligne, mais vous avez aussi des formations officielles. Ces formations officielles-là, vous pouvez les avoir dans le cadre, en vous rapprochant d'un partenaire formation, mais aussi dans le cadre académique. En étant partenaire Imagine Academy, vous pouvez bénéficier des formations officielles et aussi vous faire former dans ces différents domaines. Autre source disponible pour la montée en compétences, je parlais tout à l'heure de Microsoft Mechanics. Oui, Microsoft Mechanics, c'est une chaîne, c'est un programme lancé notamment par Microsoft qui a démarré surtout en faisant la promotion du développement, notamment chez Microsoft, il y a bientôt 10 ans maintenant. Le programme a été lancé. Et je pense que après cela, Microsoft Mechanics a mis l'accent sur les solutions phares, notamment cloud telles que Office 365. Aujourd'hui, Microsoft Mechanics couvre aussi des sujets tels que Azure. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de suivre ces programmes-là. Et ces programmes-là sont des émissions, notamment, comme vous suivez les émissions à la télévision. Donc aujourd'hui, vous avez affaire à des experts, des personnes qui ont contribué même à développer ces solutions. Vous avez souvent des personnes qui travaillent sur ce qu'on appelle le channel de distribution du produit. Vous avez des marketeurs. Donc, quelle que soit la position que vous voulez avoir, à chaque moment, il y a ce qu'on appelle des spécialistes qui viennent échanger, vous présenter un peu la solution. Et il y a des moments où vous avez la possibilité d'interagir en laissant ce qu'on appelle des messages. Et souvent, les experts vous répondent. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils répondent à ces messages-là de manière groupée. Donc, ils collectent plusieurs questions et tout ça, et ils répondent en une seule fois. Je pense que personnellement, c'est quelque chose, moi, je l'ai découvert lorsque je faisais dans le temps de développement. À un moment donné, j'ai utilisé aussi Microsoft Mechanics pour monter en compétence sur Office 365. Donc aujourd'hui, ils ont un programme également pour tout ce qui est analyse de données avec des solutions, notamment Power BI et tout ça. Donc vous avez la possibilité, je vous encourage bien à vous intéresser à ces programmes. D'accord. Et à côté de Microsoft Mechanics, vous avez aussi Microsoft Learn et Microsoft Docs. Donc, Microsoft Learn, c'est, disons, le portail à partir duquel vous pouvez avoir les informations sur toutes les certifications et toutes les formations correspondantes de Microsoft. Et Microsoft Docs vous donne tous les détails sur les différents produits Microsoft. Donc, vous avez une documentation complète sur SQL Server, sur Microsoft Azure, sur Office 365 et tout autre produit. Ce sont des outils que nous utilisons nous-mêmes pour monter en compétences et que vous pouvez aussi utiliser pour votre propre montée en compétences. Ensuite, vous avez Coursera. Donc, Coursera, c'est une plateforme en ligne qui vous permet de bénéficier de certaines formations. Et donc, ce seront des formations qui sont totalement enregistrées, que vous pouvez faire à votre propre rythme. Effectivement. Et qui vont vraiment booster vos connaissances et votre montée en compétences. Et Coursera en particulier a un programme avec Microsoft. Et c'est un programme en fait qui vous permet de préparer certaines certifications, comme c'est le cas ici. Donc, c'est un programme en fait que j'ai moi-même utilisé pour développer des compétences. Voilà. Aussi pour préparer des formations ou encore la certification. Pour préparer la certification.
Donc, c'est un programme que vous pouvez utiliser et il y en a aussi bien d'autres. Une chose intéressante à ce niveau, c'est que vous avez la possibilité de demander une aide financière et avec cette aide financière, vous pouvez bénéficier d'un certificat officiel que vous pouvez rajouter à votre CV. Tout comme Coursera, vous avez aussi edX. edX, qui est une plateforme similaire à Coursera de formation en ligne qui vous permet aussi de bénéficier de certaines formations. On va s'intéresser un peu aux outils disponibles. Déjà du côté de Microsoft et un peu, si on a le temps, on va essayer d'élargir. OK. Donc, nous les avons placés déjà pêle-mêle, en commençant par Azure Synapse, qui est un des outils favoris des ingénieurs de données. Donc, avec Azure Synapse, vous allez pouvoir faire de l'intégration de données, vous allez pouvoir faire de la transformation, vous allez pouvoir publier vos données. Donc, ça veut dire que vous pourrez rattacher plusieurs sources de données. Vous pourrez rattacher dans Azure Synapse Studio, par exemple, qui est l'environnement à partir duquel il est possible de piloter vos différentes sources de données. Vous pouvez créer vos modèles pour faire de la transformation. Vous pouvez aussi connecter vos différentes cibles. Donc, côté Azure Synapse, vous allez pouvoir rattacher un data lake et vous allez pouvoir récupérer des données sous forme de fichiers CSV, fichiers texte, ou encore vous rattacher à des bases de données. Et une fois que c'est fait, vous pourrez récupérer des informations et les enregistrer dans votre data lake. Ensuite, toujours dans Azure Synapse, vous avez la possibilité de créer des pipelines. Donc, Synapse Pipeline, vous définissez des actions. Et la chose intéressante, c'est que ça donne aussi la possibilité aux personnes qui ne sont pas spécialistes en développement de créer de façon visuelle des pipelines, donc de définir une suite d'actions à réaliser pour récupérer, transformer et publier vos données. Parallèlement à Azure Synapse, qui est l'offre Microsoft, qui fait aussi appel à soit Azure SQL, et qui est représentant deux différentes offres en serverless, donc un pool à la demande ou avec un pool dédié. Et l'autre offre que vous avez, qui est aussi utilisée pour la transformation de données à grande échelle, c'est Spark. Donc Spark est aussi disponible sous plusieurs formes, soit dans le cas de HD Insight, qui est une plateforme Microsoft qui n'est pas citée ici, soit sous Azure Spark. Vous pouvez aussi déployer votre propre environnement en PageSpark. Et vous avez une distribution de Spark qui est Azure Databricks, donc qui a été créée par les créateurs de Spark. C'est une distribution qui est optimisée et qui vous donne des environnements, des outils, des éditeurs et vous facilite vraiment la prise en main de Spark et aussi le développement de nouveaux modèles que vous allez pouvoir réutiliser. Donc, dans Databricks, vous allez pouvoir créer des notebooks, des bloc-notes dans lesquels vous allez écrire votre code, vous allez les enregistrer et les partager. Une fois que tout ça c'est disponible, que vous avez fini votre travail, vous pouvez publier dans des bases de données telles que SQL Server. Donc ici, on va faire appel à une base de données SQL Server dédiée. Et une fois que c'est publié comme ça, on peut passer la main à un analyste de données qui va récupérer ces informations, ces données qui sont dans ces bases de données-là et les valoriser encore plus. Donc, autre cible, vous avez Cosmos DB qui peut être utilisé comme source ou comme cible. Il faut noter que Cosmos DB supporte plusieurs API et avec ces différentes interfaces-là, vous pouvez interagir soit sous un format tabulaire simple qui est très proche de SQL Server ou encore totalement sous format de document qui sera plutôt proche des bases de données NoSQL.
Donc, je vais laisser Serge parler de Power BI. Bon, je pense que tu as parlé des outils de la partie ingénierie de données. Je pense que cette partie-là, tu adores ça très bien parce que comme elle fait référence au geek informaticien, l'analyse de données, lui, l'outil par excellence aujourd'hui qui fait la fierté de Microsoft en termes de visualisation de données, du traitement de données. Donc, on a Power BI. Donc, Power BI est l'outil par excellence aujourd'hui des analyses de données côté Microsoft. Donc, avec Power BI, vous avez la possibilité de préparer les données. Vous pouvez, avant même de passer à la phase de préparation même de données, vous avez la Power BI qui permet également de faire de l'obtention de données. Vous pouvez obtenir des données, de récupérer les données à travers différentes sources. Donc, vous avez différents choix. Vous pouvez vous appuyer sur une base de données relationnelle. Vous pouvez vous appuyer également sur un fichier plat. Vous pouvez vous appuyer même à ce qu'on appelle à des flux de données. Vous pouvez vous connecter également à des sites directement SharePoint afin de récupérer des informations. Vous pouvez vous connecter également à des cubes qui sont mis à disposition par les ingénieurs de données. Vous pouvez vous connecter directement même à des entrepôts de données afin de récupérer ces différentes informations pour les préparer. Donc, Power BI, en tant qu'outil, s'appuie sur plusieurs fonctionnalités, donc qui sont matérialisées également par je pourrais dire des tout petits outils. Donc, l'outil qui permet de pouvoir obtenir des données dans Power BI s'appelle Power Query. Donc, Power Query vous permet de pouvoir récupérer les informations. Donc, on va dire, get data. Ensuite, Power Query, le même Power Query va vous permettre de pouvoir préparer au mieux. Donc, quand on a obtenu les données, on va rentrer dans une phase de transformation. Donc, en fait, avec Power BI, vous pouvez faire des transformations à moindre échelle. Des transformations à moindre échelle, en fait. Donc, je ne dis pas qu'avec Power BI, vous pouvez faire de très grandes transformations que l'ingénieur de données fait avec des outils très bien, des outils dédiés, des outils assez puissants, des gigantesques, comment on appelle, pour des données vraiment énormes. Mais avec Power BI, vous avez la possibilité, grâce à Power Query, de transformer au mieux vos données afin de pouvoir les modéliser parfaitement. Parce que une très bonne présentation de données s'appuie sur une très bonne modélisation. Dans des gigantesques environnements, avec beaucoup plus de données, toute cette phase de récupération de données, d'extraction de données, de transformation et de chargement pour une très bonne modélisation se fait par l'ingénieur de données. Qui va s'assurer en fait de travailler avec plusieurs sources de données, les agréger et en général produire une ou plusieurs sources de données aussi pour l'analyste de données. Donc, on va peut-être partir dans un très grand environnement, 500 000, 1 million de données différentes qu'on va agréger, qu'on va mettre dans une base de données unique. Et cette base de données-là, l'analyse de données, va s'y connecter et récupérer maintenant les informations, plutôt les champs qui l'intéressent et les valoriser. Donc, la valorisation dont je parle ici, c'est surtout comment est-ce qu'il va présenter ces données-là. Donc, il va designer ce qu'on appelle ces différents tableaux de bord ou ces différents rapports afin que ces applications, je vais dire, parce que dans Power BI, une fois que vous avez conçu ce qu'on appelle des rapports, vous avez bâti des tableaux de bord, et sur tout ça s'appuie sur un même dataset. Tous ces éléments-là sont ce qu'on appelle des livrables et sont considérés comme ce qu'on appelle des applications Power BI. Voilà. Et donc, quand ces applications en question-là seront valorisées par le métier qui va exploiter ces rapports ou ces tableaux de bord. Et il faut savoir que au niveau présentation du Power BI, l'offre Power BI se présente
trois composantes spécifiques très importantes qui permettent aux analystes de travailler facilement. La première composante de Power BI, c'est l'environnement desktop, c'est le bureau. Donc, l'outil pour tout ce qui est design des rapports. Donc, on appelle ça Power BI Desktop. Vous pouvez l'obtenir gratuitement sur Internet. Il est gratuit, il est mis à disposition gratuitement par Microsoft. La deuxième composante, c'est Microsoft Power BI Service. Donc, si vous voulez, là, vous devrez acheter ce qu'on appelle un compte Power BI Service qui s'apparente au compte Microsoft, au compte Office 365. Donc, il faut une licence. Donc, il faut une licence pour pouvoir utiliser Power BI Service. Et c'est Power BI Service qui va vous permettre de pouvoir collaborer. Donc, c'est grâce à Power BI Service que vous pouvez publier vos rapports et vos tableaux de bord que vous avez designés dans Power BI Desktop. D'accord. Pour revenir sur la licence, vous avez plusieurs types de licences qui sont disponibles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la possibilité d'enregistrer gratuitement votre contenu vous-même. Effectivement, voilà. Mais lorsque vous allez décider de le partager, voilà, vous avez besoin d'un environnement qui est accessible à d'autres personnes. C'est ça. Donc, si vous avez une licence Pro, Power BI Pro, vous pouvez partager à quelqu'un qui a Pro. Effectivement. Ou Premium. Ou Premium. Voilà. Si vous avez Premium, vous pouvez partager à quelqu'un qui a Premium. Et après, vous pouvez décider que vous voulez partager ces informations-là, ces tableaux de bord, à un grand nombre de personnes, sans que chaque personne ait une licence. En ce moment, il va vous falloir un espace de travail avec une licence par capacité. Effectivement. Donc, c'est déjà assez à savoir. Je te redonne la parole pour terminer. Voilà. La dernière composante, notamment du Power BI, qui est aujourd'hui réservée à tous ceux qui vont souscrire, qui souscrivent à l'offre premium de Power BI, c'est Power BI Report Builder. Donc, Power BI Report Builder vous permet de pouvoir construire des rapports pagés. Je vais prendre l'exemple, par exemple, si je me permets de les citer, de gigantesques banques ou même des institutions du Bretton Woods, par exemple, ces institutions-là présentent ce qu'on appelle des rapports annuels ou des rapports ce qu'on appelle mensuels. Donc, où il y a ce qu'on appelle des graphes, des éléments de visualisation, notamment qui peuvent être imprimés, et il y a ce qu'on appelle des commentaires en bas. Donc, des commentaires, des paragraphes, des rubriques et tout ça. Et ces rapports-là sont construits avec ces outils tels que Power BI Report Builder. Donc, exemple, vous voulez faire sortir, par exemple, la liste de toutes les commandes qui ont été passées avec des commentaires et vous voulez ajouter ce qu'on appelle des graphiques là-dessus pour mieux illustrer. Il fait sortir ce qu'on appelle le rapport mensuel ou le rapport annuel qu'on va fournir à tous les administrateurs de l'entreprise lors du conseil de l'assemblée qu'on appelle générale ordinaire de l'entreprise ou de l'organisation. C'est ce type de rapport, par exemple, c'est comme ça que ce type de rapports sont conçus. Si vous voulez les faire directement avec Power BI Desktop et les publier directement avec Power BI Service, vous allez vous retrouver à créer ce qu'on appelle plusieurs rapports. Et vous aurez du mal à pouvoir, comme on appelle, commenter et ajouter ce qu'on appelle du texte ou des rubriques. À moins que vous reprenez ces différents rapports-là et vous partez les éditer dans ce qu'on appelle PowerPoint ou dans un logiciel d'édition de textes tel que Microsoft Word. Mais c'est reprendre le travail, alors qu'aujourd'hui, ces outils-là et cette composante de Microsoft Power BI va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Parce que la même force que vous allez utiliser pour pouvoir designer le rapport tout à fait sur Power BI Desktop, vous faites ça pareil avec Power BI Report Builder et en même temps, vous commencez à paginer et à ajouter des tests. Donc, cela vous fait gagner du temps considérable. C'est exact. Je vais ajouter aussi quelque chose, dans le sens où les personnes qui avaient déjà de l'expérience avec SQL Server, et en l'occurrence SQL Server Reporting Services. Effectivement. C'est une évolution de SQL Server Reporting Services. C'est ça. Donc, votre expérience dans SFRS peut aussi être utilisée avec Power BI Report Builder. Voilà. Et après, toute compétence que vous devrez développer, c'est aussi sur MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou encore Oracle, qui sont aussi des plateformes des systèmes de gestion de bases de données relationnelles beaucoup utilisés, en particulier pour des environnements
open source ou alternatif, que ce soit open source ou propriétaire, ce sont des plateformes qui sont utilisées. Et en tant que spécialiste ou enthousiaste des données, vous devriez avoir de l'expérience sur ces différentes plateformes. Donc, Serge, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, je pense que on va... Nous n'avons pas de questions en attente. Donc, je pense qu'on a déjà fait le tour. Et je regarde quand même, on ne sait jamais. Ok, c'est bon. Est-ce que tu as un dernier mot à l'endroit des participants? Ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est que la donnée aujourd'hui fait partie de notre quotidien. Les données. Donc, avoir des compétences dans l'analyse de données, dans la manipulation des données, vous permettra d'avoir un plus, quel que soit le métier que vous faites aujourd'hui. Pour ceux qui souhaiteraient vraiment s'intéresser et faire carrière dans le métier des données, je pense que vous avez une pléthore d'informations. Vous nous avez également. Nous sommes disponibles si vous souhaitez échanger indépendamment de la session que nous avons animée aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les outils que nous avons présentés, notamment de l'ingénierie, de l'administration système à la gestion des bases de données jusqu'à l'analyse de données, nous pourrons facilement discuter de tout ça. En tout cas, je vous remercie. Merci Serge et merci à tous. Ce fut un plaisir de passer ce temps en votre compagnie. Ok, merci beaucoup.